En 2017, lorsque des journalistes français ont interrogé Idriss Déby du Tchad sur sa longévité suspecte au pouvoir, il a répondu « J'aurais souhaité moi-même m'arrêter comme j'avais promis au second mandat, c'est-à-dire en 2006. La France est intervenue pour changer la Constitution. J'ai dit que je ne voulais pas, mais ils sont passés par leurs arcanes et ont changé la Constitution. » Pour tous ceux qui sont familiers avec la France-Afrique, les relations incestueuses et néocolonialistes entretenues par la France et ses anciennes colonies africaines, c'est pas difficile de croire Idriss Déby. Par contre, on peut se demander pourquoi il a obtempéré. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la corruption? Après tout, on sait comment la dictature française en Afrique fonctionne. Tu obéis ou tu meurs ou c'est la CPI. Mais tu veux vraiment nous dire qu'on t'a forcé à rester président à vie? Donc ils ont soulevé ton corps pour le mettre à la présidence? Et il n'y a pas qu'Idriss Déby. Plusieurs leaders africains sont soumis à la France alors même que ça va contre les intérêts de leur peuple, de leur pays, de leur continent. Dans les pays qui sont des dictatures, les armées oppressent et massacrent leur peuple, les soldats sont comme insensibles aux supplications de leurs compatriotes. C'est à croire qu'ils ont oublié que quand ils enlèvent leurs uniformes, eux aussi sont des membres du peuple qui traversent les mêmes difficultés que les autres. Et au lieu de se mettre du côté du peuple, ils participent activement au maintien de la dictature. Mais si on laisse la politique, on peut parler des sectes, l'obéissance et la dévotion que certains ont envers leurs leaders, au point de donner tout leur argent, de boire du poison ou de commettre un suicide collectif sous commande de leur gourou. Ça semble étrange et on est tenté de se dire qu'il y a un problème avec les autres, que c'est leur personnalité, que c'est des maboules, qu'ils sont mauvais, qu'ils n'ont pas de moralité, ils n'ont pas de force mentale. Moi, à leur place, j'aurais réagi différemment. Moi, j'aurais dit non, je ne serais pas tombé dans le piège. Mais si je vous disais que vous n'auriez probablement pas fait mieux à leur place, que s'il le fallait, vous aussi vous seriez capable de torturer, de voler, de piller si on vous disait de le faire. Peu importe votre âge, peu importe votre religion ou vos principes moraux. Et qu'il n'y a pas besoin de justification si c'est la peur, je n'avais pas le choix ou bien c'est la corruption. Mais que l'explication est en fait beaucoup plus simple et beaucoup plus sombre. Parlons un peu psychologie. Cette semaine, on va parler de l'obéissance et de la soumission. Plus précisément, des dangers de l'obéissance aveugle. L'obéissance, c'est lorsqu'on se soumet à l'autorité, lorsqu'on fait ce qu'une figure d'autorité nous demande de faire. On obéit par exemple à nos parents, à nos professeurs, à nos aînés, aux forces de l'ordre, au gouvernement ou aux gens à qui on confère une certaine autorité, même un peu spirituelle, un prêtre, un imam, le capitaine d'une équipe aussi par exemple. Et dès notre enfance, on nous apprend qu'il faut parfois savoir délaisser une partie de notre autonomie pour le bien de la communauté, pour le bien du groupe. On a créé une sorte de hiérarchie dans la société de manière à ce qu'il y ait une figure centrale, une figure d'autorité qui dirige, qui coordonne et qui prend des décisions pour le bien de tous. Et ça permet que la société fonctionne de manière harmonieuse. C'est pour ça, par exemple, qu'on a un gouvernement. Au début des années 1960, le chercheur américain Stanley Milgram réfléchissait à ce qui s'est passé en Allemagne nazie et se demandait comment est-ce qu'Hitler a réussi à convaincre autant de personnes à commettre un génocide. Est-ce que tous les nazis étaient des psychopathes ? Pourquoi est-ce que tous ceux qui ont été arrêtés et tous ceux qui ont été traduits en justice, lorsqu'on leur demandait de s'expliquer, disaient « je suivais les ordres ». Il a conduit une série d'études pour tester jusqu'où irait l'obéissance. Est-ce que les gens seraient capables de faire du mal à un inconnu ou à un innocent simplement parce qu'ils obéissent aux ordres? Et est-ce qu'ils obéiraient toujours si la figure d'autorité n'a aucun moyen de les contraindre, comme la violence ou la peur? Il a conçu une expérience et a recruté des participants en leur disant que c'était une expérience, une étude sur l'apprentissage et les effets de la punition. Il a dit à chaque participant, vous allez être l'enseignant et votre rôle, c'est de lire une liste de mots à un autre participant qui doit mémoriser et répéter. L'autre participant est dans la salle d'à côté, vous ne pouvez pas le voir. Il est restreint sur une chaise et il est attaché à une machine avec des électrodes autour de son bras. Et à chaque fois qu'il fait une erreur, vous devez le punir en lui donnant des chocs. Il y avait 30 boutons et les décharges électriques pouvaient aller de 15 à 450 volts. Et vous devez augmenter de 15 volts à chaque erreur. Mais en réalité, l'autre participant était un complice du chercheur qui faisait semblant de recevoir des chocs électriques. Il avait reçu l'instruction de faire beaucoup d'erreurs exprès et de se plaindre, de crier de douleur après chaque nouvelle décharge électrique. À un moment donné, il devait se mettre à demander qu'on arrête l'expérience parce qu'il avait des problèmes de cœur. Le but, c'était de voir jusqu'où le participant enseignant serait capable d'aller, malgré les cris et malgré la douleur du complice qui le suppliait d'arrêter. Avec certains des participants, le chercheur était lui-même présent dans la salle pour leur donner des ordres si jamais ils hésitaient ou si jamais ils voulaient arrêter. Du style, s'il vous plaît, continuez. L'étude exige que vous continuez. C'est absolument essentiel que vous continuez. Vous n'avez pas d'autre choix, vous devez continuer. D'autres participants, par contre, étaient tout seuls dans la salle, donc personne n'était là pour leur donner des ordres. Et Milgram s'est dit, je pense que la plupart des gens vont s'arrêter autour de 135 volts.
Mais à sa grande surprise, malgré les appels à l'aide du complice qui vers la fin devait même simuler un malaise, la majorité des participants, 7 personnes sur 10, ont obéi aux commandes du chercheur et sont allés jusqu'à délivrer le choc maximum de 450 volts. Parmi les participants qui étaient seuls dans la salle, donc le chercheur n'était pas là pour leur donner des ordres, à peine 3 personnes sur 100 sont allées jusqu'au bout. La plupart ont stoppé dès le début de l'étude. Mais pour les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une tendance à l'obéissance aveugle. Et cette nature à se soumettre aux ordres est capable de nous pousser à commettre le pire, même si ça va contre nos principes moraux. Certains des participants étaient mal à l'aise, visiblement. Ils voulaient arrêter, ils ont demandé d'arrêter, ils se rongeaient les ongles, ils transpiraient, ils bégayaient, vraiment des signes de nervosité. Ils ont demandé au chercheur, est-ce que je peux arrêter? Ce n'étaient donc pas des psychopathes, c'était des gens parfaitement normaux. Ok, d'accord, mais dans ce cas, pourquoi obéir? L'une des explications de Milgram, c'est que nous avons 2 états d'âme lorsqu'on fait face à une situation d'obéissance. La première, c'est l'autonomie. Donc, on garde le contrôle de nos propres actions, on se sent responsable de tout ce qu'on fait. La deuxième, c'est l'état agentique. C'est le contraire de l'autonomie. Là, nous ne sommes qu'un agent qui exerce la volonté de quelqu'un d'autre. Je donne à quelqu'un d'autre le contrôle de mes actions et je ne me sens pas responsable de ce qui est fait. Les 7 personnes sur 10 qui ont obéi étaient en fait dans un état agentique. Elles sont allées jusqu'au bout parce qu'elles se sont dit « Ah, c'est pas moi, je ne fais que ce que le chercheur me demande de faire. Je ne suis pas responsable de ce qui arrive. L'autre participant là-bas, c'est pas mon problème. » Surtout que, 1, le chercheur sait ce qu'il fait. Après tout, c'est un scientifique. Moi, je ne connais pas la loi. Je ne sais pas si tout ça là c'est autorisé. Et 2, s'il y a un problème, c'est lui qui va assumer. Moi, je n'ai fait qu'exécuter. C'est lui qui va assumer les conséquences. C'est d'autant plus difficile d'arrêter que je suis déjà engagé. J'ai accepté de participer. J'aurais l'air de quelqu'un qui n'est pas fiable si je reviens sur ma décision. Et je dis non, je ne veux plus. Mais surtout, ce serait incohérent. Le chercheur a utilisé la méthode du pied dans la porte parce que je commence par délivrer des petits chocs de 15 volts et au fur et à mesure, j'augmente. Donc à la fin, je me sens pris au piège et je me dis mais depuis tout à l'heure, j'ai déjà commencé. Tant qu'à faire, je continue. L'étude ne me laisse pas non plus le temps de réfléchir. Je suis censé lire chaque liste, donner un choc aux participants s'ils donnent la mauvaise réponse. Tout se passe très rapidement. Mon sens moral n'a pas le temps d'être activé et je n'ai pas le temps de me demander « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et même si je prends mes responsabilités et que mon sens moral est activé, je vais devoir reconnaître que depuis tout à l'heure, je choque et je torture un innocent pour rien. Et vraiment, je n'ai pas envie de faire face à cette réalité-là. Tout comme un soldat dans une dictature n'a pas envie de se dire, mon Dieu, donc toute ma carrière, en fait, je ne suis qu'un assassin. Je tue mon peuple et pour rien. C'est dur de faire face à ces actions. C'est plus facile de dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Plus récemment, d'autres psychologues ont rajouté aussi qu'il y a un autre phénomène, l'identification. Lorsque les participants s'identifiaient à la mission du chercheur, ils avaient plus tendance à obéir. Ils avaient l'impression qu'ils contribuaient à une avancée scientifique, à une mission plus grande. Donc, ils se sont dit, je continue. Ceux, par contre, qui s'identifiaient au complice, donc la personne qu'ils pensaient était en train de recevoir des chocs, avaient plus tendance à éprouver de la compassion et à désobéir. Un des participants qui a refusé d'obéir lorsque le chercheur lui a dit « Vous n'avez pas d'autre choix, vous devez continuer » a répondu « J'ai le choix. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le choix? Je suis venu ici de mon plein gré. Je pensais que je venais contribuer à un projet de recherche, mais si je dois faire souffrir quelqu'un d'autre pour faire ça, non. Moi, si j'étais à sa place, je ne serais même pas resté là. Je ne peux pas continuer. Je suis vraiment désolé. Je pense même déjà que je suis allé trop loin probablement. » L'étude a été répliquée dans plusieurs pays et cultures, même en Afrique du Sud pendant l'apartheid, avec des résultats similaires. Milgram lui-même créera par la suite plus de 18 versions différentes de cette étude pour voir quelles sont les circonstances dans lesquelles les gens obéissaient plus ou moins. Et il a fini par identifier certains éléments clés. Par exemple, plus la figure d'autorité est élevée, plus les gens ont tendance à obéir. Lorsque les participants pouvaient voir la victime ou devaient lui tenir la main ou connaissaient la victime, les gens désobéissaient beaucoup plus, obéissaient moins. Lorsqu'il y avait une personne qui refusait de continuer, les participants eux aussi disaient « Ah oui, moi non plus, j'ai pas envie de continuer avec ça » et ils désobéissaient. Malgré ça, un bon nombre de personnes dans la première étude ont quand même obéi. Est-ce que ça veut dire qu'on est tous des exécutants, bêtes, prêts à tuer simplement parce qu'on nous en a donné l'ordre? Non. Plusieurs participants de l'étude de Milgram ont refusé de continuer. Il y a eu aussi certains anciens participants interrogés qui ont dit qu'ils savaient que l'étude était fausse, qu'ils savaient que le complice jouait de la comédie et ils ont juste joué le jeu. Il y a aussi le fait que l'expérience se soit passée dans un laboratoire et la vraie vie, c'est différent du laboratoire. Dans la vraie vie, plusieurs se soumettent par exemple parce qu'ils ont peur des conséquences, parce qu'ils veulent avoir un bénéfice. Il y a aussi la personnalité qui joue un rôle. Tout le monde n'obéit pas aveuglément. Certains ont des traits de caractère qui les prédisposent à la soumission, d'autres sont rebelles. D'autres encore refusent de se soumettre à quelque chose d'illégal simplement parce qu'ils obéissent à une autre autorité qu'ils considèrent comme étant suprême, par exemple Dieu.
Mais l'étude de Milgram a permis de tirer la sonnette d'alarme sur les dangers de l'obéissance en expliquant que parfois, c'est pas une affaire de personnalité. C'est pas une affaire d'intelligence. Même lorsqu'on enlève les conséquences, donc il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de désavantage, l'être humain est capable de commettre des actes extrêmement destructifs en soumission à une autorité. Donc, c'est quoi la leçon? Les crimes d'obéissance, c'est lorsque des gens ordinaires commettent des actes illégaux, immoraux ou contraires à l'éthique simplement parce qu'une figure d'autorité leur a donné l'ordre. Ça peut aller de la corruption dans les entreprises aux crimes contre l'humanité. L'obéissance se fiche de la volonté, se fiche de la moralité et de la personnalité individuelle. Parce que par définition, on se soumet à la volonté de l'autre et on le laisse décider de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Maintenant, au lieu de se dire « Ah non, 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 moi quand même pas », il nous faut tous faire attention et reconnaître que nous pouvons tous être victimes. Comment éviter de tomber dans le piège de l'obéissance aveugle? D'après les recommandations des psychologues, il faut 1. Questionner la légitimité de toute autorité. C'est d'autant plus important que dans les dictatures, le régime en place est souvent là après une fraude électorale. Et même si le régime est légitime, ça ne lui donne pas le droit de tirer sur son peuple. Deuxièmement, il faut prendre responsabilité pour nos actions, faire appel à notre sens moral et nous demander est-ce que je suis d'accord avec ce qui se passe? Et si je ne le suis pas, pourquoi est-ce que j'obéirai? Troisièmement, il ne faut pas se laisser coincer par un sens d'engagement. Ne pas se dire je suis déjà là, j'ai déjà dit oui, j'ai déjà commencé. On a le droit de revenir sur sa décision et il ne faut pas avoir peur de confronter ses propres erreurs. Quatrièmement, il faut chercher des alliés. C'est difficile de se rebeller quand on est seul. Parfois, quand on est seul, on sait pourtant que ce qu'on nous demande de faire n'est pas normal, mais on regarde autour de nous et on se dit, bon, si personne ne réagit, c'est que c'est moi qui suis le problème, parce que tout le monde semble être d'accord. C'est très inconfortable de désobéir parce qu'on a tous été formatés depuis l'enfance pour obéir à l'autorité. Et quand on désobéit, c'est comme si on va à l'encontre de cette pulsion. Et c'est encore plus difficile dans l'armée où l'obéissance est de règle. Le révolutionnaire panafricain Thomas Sankara, avec beaucoup de sagesse, avait dit « Le militaire ne doit plus se considérer comme un mercenaire, comme un salarié chargé d'exécuter des basses besognes, mais au contraire, se sentir comme un élément du peuple et à qui une mission particulière a été confiée. Cela inclut la défense du territoire, la défense des intérêts du peuple, sa protection et sa sécurité. » Combien peuvent oser encourager le peuple dans cette voie? Ils ne sont pas nombreux. Oui. Non seulement ils ne sont pas nombreux, mais eux aussi à leur niveau, ils maltraitent le peuple. Certains d'entre vous, par exemple, peuvent se dire, mais que ce soit les dictateurs ou l'armée, personne ne leur demande, par exemple, de racketter, de piller ou de torturer le peuple. Donc c'est pas juste l'obéissance, eux aussi ils prennent un malin plaisir à opprimer et à maltraiter les populations à leur niveau. C'est absolument vrai. Et ça, on l'expliquera dans les prochaines vidéos. Voilà, c'était tout pour Afropsychologie aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner sur YouTube, de liker la page Facebook, de commenter et de partager. Entre-temps, je vous retrouve très prochainement pour parler psychologie.